vous avez sans doute regardé le film ou pas. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous représenter ces chères personnes qui apparaissent, je crois, presque toutes dans le film. Donc c'est une table ronde, on va discuter pour l'heure qui suit un petit peu de la question des traces, des archives, en fait de cette culture hip-hop, quelles traces elle laisse au Luxembourg mais aussi au-delà. Et on a vu un documentaire, c'est à ma connaissance le seul documentaire, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de documentation de la culture hip-hop en général, où que ce soit. Et du coup, ça pose vraiment la question en fait, la préservation de cette histoire, de qu'est-ce qui reste une fois que le temps passe, une fois que les acteurs et les actrices de cette culture ne sont plus là pour la raconter. Là, on a la chance d'avoir encore des gens parmi les tout premiers qui ont dansé au Luxembourg, qui sont encore bien en forme et qui dansent encore et qui sont encore avec nous. Mais bon, dans quelques années, voilà, le temps passe, on est déjà une culture qui a quand même déjà plusieurs décennies. Ça reste une culture jeune, mais voilà, il se pose la question des traces, de comment on préserve cette histoire-là et des multiples supports à travers lesquels on peut la préserver. Et donc on va parler beaucoup, je pense, de danse, parce qu'on a surtout des danseurs parmi nous, mais et pourquoi la question de la danse est on va dire, particulière et permet d'éclairer cette question de traces d'une manière particulière, c'est parce que la danse, c'est souvent des performances évanescentes qui ne sont pas forcément filmées. Ce qui est différent peut-être avec la musique où il y a beaucoup plus d'enregistrement finalement que de danse. Et donc voilà, la danse souvent est beaucoup moins documentée en fait. Quand on voit ce qui est documenté dans le milieu hip-hop, la danse est vraiment la discipline qui est la moins documentée. Donc ça nous permet vraiment d'éclairer les choses par ce biais-là, mais voilà, on ouvre à le sujet on va dire plus vastement, et aussi au-delà même du territoire luxembourgeois. Donc nous avons avec nous aujourd'hui André Africa, qui est donc un des premiers danseurs hip-hop luxembourgeois. Nous avons fait un petit tour, un petit pèlerinage dansé il y a quelques mois, et on a pu constater que André danse encore fort. Donc voilà. On a Looping Reani, qui est aussi un danseur d'une génération plus on va dire plus récente que André, mais qui est aussi une figure importante et puis qui se définit aussi comme vraiment un transmetteur, un passeur culturel au niveau de la culture hip-hop, au-delà même de la danse. On a Alain Chinza, qui est donc le réalisateur du documentaire qu'on vient de voir, et on a Marc Foll, qui aussi est un danseur, mais aussi un organisateur d'événements, et qui est le fondateur de Art in Motion. Donc voilà, alors le sujet est lancé. Ce que je propose peut-être, c'est de partir du film et de cette question de comment le film en fait permet de capturer des choses. Et je sais que ce film a été beaucoup apprécié, et en même temps il y a eu des personnes qui ont dit oui, mais une telle personne aurait dû être dedans, n'était pas dedans. Donc tout de suite ça soulève cette question de on essaye de produire une archive, on essaye de produire des traces, et en fin de compte, quand on produit des traces, il y a toujours déjà une sélection. Voilà, donc peut-être c'est une des choses par lesquelles on peut commencer. Enfin, voilà, peut-être comment a été le processus pour faire ce film-là, comment tu as choisi, on va dire, les personnes et les histoires que tu avais envie de raconter. Waouh! Alors, c'est une grande question. Mais merci, déjà merci à vous tous qui êtes venus, et puis de revoir juste les personnes qui sont ici. Pour revenir un peu au début de ce projet, et puis comment sélectionner cette histoire, parce que finalement, même si c'est un documentaire, on documente, c'est quand même, on essaie de raconter une histoire, par où commencer.
moi, je suis issu aussi de cette culture-là. Alors, j'étais gamin lorsque j'ai vu André Africa danser à Aix, j'ai grandi, j'ai commencé à apprécier cette musique-là. Et on traînait avec des Félix, des loopings, et voilà. Sachant que c'était mon premier film et que je savais vraiment pas par où commencer, il y avait beaucoup d'anecdotes. Je suis surtout parti déjà des anecdotes, des choses que j'avais vécues naturellement et des histoires communes. Voilà, donc je vais dire looping, des anecdotes. Chacun ici on a plein d'anecdotes. À l'époque, bon, moi je suis de bonne voix, fier d'être de bonne voix. Je traînais aussi beaucoup avec Félix, paix à son âme parce qu'il est décédé. Et au fait, à la base, c'était lui qui était censé faire ce film. J'allais le pitcher, j'allais le remettre, mais comme je suis têtu et que lui, c'est pas qu'il n'y croyait pas, on se disait à l'époque que c'était peut-être dérisoire, que c'était pas forcément important de documenter notre histoire. Finalement, moi, j'ai foncé, et puis 2 ans plus tard, les rencontres sont faites avec le producteur Raoul Nadalé qui est là aussi. Comment commencer à raconter ces histoires-là et comment documenter je dirais c'est au feeling. On commence avec nos histoires personnelles, nos anecdotes, les gens qu'on connaît. Et forcément, il y a des gens qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, mais qui ont des affiliations avec des gens qu'on connaît. Il y a des archives visuelles, ça c'est très important, c'est-à-dire du film ou des vidéos, il y en avait très peu, mais il y avait beaucoup de photos. Et c'était très important pour moi de commencer à la base, c'est-à-dire d'aller voir mes premiers souvenirs d'enfance, c'était André Africa, et puis son frère, et puis Cool Breps, etc. Donc je dirais que la base pour moi, c'était la photo. Les albums photos, quelques vidéos, il y en avait très peu, et c'est à partir de ces images-là que j'ai commencé à construire. Parce que c'est vrai, on a des anecdotes, on peut parler de telle personne, mais lorsqu'on fait un film, il faut qu'il y ait une trace visuelle, matérielle, qui nous permette de construire cette histoire. Et bien sûr, dans l'hip-hop, c'est important, on fait des big up et à tout le monde, mais à un moment donné, on va toujours oublier, big up, voilà, big up à tel, shout out, et on va toujours oublier peut-être de dédicacer quelqu'un, mais oublier ne signifie pas que ces personnes sont insignifiantes. Ça signifie simplement que déjà ce premier projet-là, c'est un premier jet à partir d'archives qu'on collectionne. Il y a une pression qui est énorme, et il y a aussi, une fois qu'on est dans le projet lui-même, qu'on apprend, parce que moi vraiment j'ai appris sur le tas, et je remercie Raoul qui est là, Jean-Luc qui est le monteur, il n'est pas là mais il était présent. Il y a des choix qui doivent se faire lorsqu'on est devant une table de montage. On a 90 minutes, qui est énorme. Aujourd'hui, les gens, pour tenir 90 minutes devant un film, c'est beaucoup. Donc voilà, il faut faire des choix. Et souvent, c'est les discussions qu'on avait avec le producteur. Parfois, on se prenait la tête. Pourquoi ça? Voilà. Je peux vous citer des noms de gens que j'aurais pu mettre dedans et qu'on n'a pas pu mettre dedans. On a DJ Kool Herc qui était là. On aurait pu le mettre dedans, il n'est pas dedans. Et il y a Abdel Malik, il aurait pu être dedans. Il y a Jules et Giuliano, donc il y a plein de noms comme ça, des Chido, etc. Mais à la fin, c'est quoi? C'est ce projet, c'est juste donner une référence, un point de repère. Mais c'est surtout un document de travail pour continuer à fouiller, à chercher et à continuer. Donc moi, je dirais que ce projet-ci n'est pas exhaustif. Il y a déjà énormément de choses, certains me disent qu'il y a même trop, mais je dirais que moi j'ai toujours voulu que mon travail puisse inspirer. C'est-à-dire que, vous venez de dire une chose, c'est le seul documentaire officiel sur le hip-hop au Luxembourg. Moi je prie qu'il y en ait 10 à partir de maintenant. J'espère que voilà, il y a des gens qui ont des caméras. Allez-y, faites des documentaires. Documentez. Et si c'est pas à travers le film, c'est à travers la photo, c'est à travers différents médiums. Mais voilà, donc les choix ont dû être faits, mais le point de départ, c'est les photos et les anecdotes que moi j'avais, et puis des choses qu'on m'a ramenées au fur et à mesure que je travaille. Et ce qu'on voit aussi surtout là dans la fin du film, ce qui était on voit vraiment la fin de Amelius. Et donc c'était un peu un documentaire qui se faisait en même temps que quelque chose d'historique se passait, entre guillemets, historique dans le sens que ça a vraiment créé un tournant, on va dire, pour les acteurs, les actrices de la culture à ce moment-là. Et en fait le lieu, c'est aussi une sorte...
c'est un vestige en fait. Enfin, le lieu, c'est pas une archive parce que on peut pas vraiment on peut pas la classer, on peut pas le prendre et le mettre quelque part, mais le lieu en fait il est habité, en fait on lui attribue des significations, et quand ces lieux disparaissent, c'est aussi toute une partie de l'histoire qui part avec. Et je sais pas, c'était intéressant ce qui s'était dit à la fin. Certains disaient dans le film, non mais c'est pas grave, ça reste dans mon cœur. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, parce que maintenant ça fait un certain moment déjà, ça fait déjà presque 2 décennies. Là en fait les lieux disparus, pour vous peut-être, c'est pas les seuls lieux disparus, hein. Nous on s'est promené, on a été à d'autres lieux disparus, dans le sens que on a été à des lieux d'entraînement pour les danseurs lors de ce petit pèlerinage au mois de décembre. Certains lieux on n'y rentre plus aussi facilement, certains lieux n'existent plus. Et on a essayé de redanser dans ces lieux pour voir comment on se sentait, qu'est-ce que ça faisait émerger. Mais du coup, c'est des lieux qui sont habités par des mémoires, mais que les gens qui ne connaissent pas, ils n'en ont aucune idée. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque, peut-être André et Looping, on avait fait cette promenade ensemble. Vas-y, commence. Oui, c'était intéressant de voir comment les choses changent. Et pendant que nous, dans le temps, on avait beaucoup de difficultés à trouver des lieux où s'entraîner, ou quand on nous met des lieux à disposition, aujourd'hui c'est plus facile. Et c'est bien que ce soit plus facile, parce que nous, on galérait, hein. On se faisait mettre à la porte, si on pourrait dire ça comme ça. On dansait près de la cathédrale, on était les premiers à danser près de la cathédrale, on mettait un tapis, un carton, je ne sais pas, et on dansait là. Là, on nous laissait assez tranquille, mais si c'était à Amilius, au début, on se faisait mettre dehors. Oui. Ce que je trouvais bien, c'est qu'au fil du temps, par contre, ça commençait à être accepté de danser au Amilius. Au début, c'était sortez d'ici, qu'est-ce que vous croyez? Et on y retournait quand même. Donc, quelque part, on s'en foutait un petit peu. Et je crois que c'est j'en ai rien à foutre, je le fais quand même, qui a laissé une trace quelque part. Un certain rêve. C'est une appropriation vraiment créative du lieu, quoi, quelque part. Oui, déjà, qu'on nous aidait pas tellement comme jeunes, tu vois, on ne se laissait pas dire ce qu'on avait à faire. Ce qui a aussi une certaine composante du hip-hop, qui est de pouvoir s'exprimer librement et pas d'être un robot qui va travailler en tant que tel et puis c'est tout, boulot métro de dos. Rien contre le boulot métro de dos, mais tu as aussi un aspect qui est expressif. Et là, simplement, aller dans des endroits publics, parce que c'est plus des endroits publics. Hein, donc, voilà. Mais et du coup, peut-être Looping, là maintenant, ça fait plusieurs décennies presque que Amilius n'est plus là. Est-ce que, toi, ça te fait quelque chose, ou tu penses que ces lieux qui disparaissent, et avec ça, quelque part, cette histoire-là, c'est quelque chose que tu trouves important ou... Bien sûr. En fait, j'en ai parlé à Urk il n'y a pas longtemps, DJ Cool Urk. Et parce qu'en fait, vite fait, je raconte vite fait, quand il y a eu les 50 ans du hip-hop, il y a un truc qui s'est fait là où il a commencé, Cedric Avenue. Et tout le monde se posait la question s'il est arrivé ou pas. Parce qu'en fait, il y a eu le Yankee Stadium. Après, le jour d'après, Carson, il a fait avec Grandmaster Flash et tout ça, là où il a commencé. Mais il n'est pas venu. Et puis, en fait, il a raison d'un côté, parce que c'est comme Jésus-Christ qui est né dans une étape. Il ne va pas revenir là. Il faut continuer. En fait, le hip-hop, c'est une continuation. Voilà. Et puis voilà, c'est vrai qu'on aime tous ce qui s'est passé dans notre enfance. Je sais pas, on se promène dans le premier RAG, mais on vient là, on regarde, voilà, mais c'est plus la même chose, il faut continuer en fait. Voilà. Et pour Amilius, en fait, mon histoire, le hip-hop, je
je suis tombé dedans parce qu'en fait, financièrement, dans ma vie, avec mes frères et ma famille, on n'était pas aussi friqués qu'avant, comme maintenant. Parce que c'était une autre époque, les années 80-90. Et sincèrement, quand l'époque est arrivée en 88, on l'a découvert, moi et mon frère, ça nous a parlé parce que voilà, c'était une époque différente. Et en plus, c'était une musique où personne n'écoutait, c'était une musique rebelle en fait. Et comme dit André, si on dansait, on se faisait jeter. Voilà, c'est ça qui nous parlait le plus. Parce que sincèrement, si j'aurais pas eu cette vie-là, sincèrement, j'aurais peut-être écouté du rock'n'roll. Maintenant, je ne serais même pas hip-hop. Maintenant, c'est sur ça, je peux vous garantir. C'est sûr ça. C'est le fait que cette musique m'a parlé. Parce que quand j'étais au lycée, les filles ne me regardaient même pas. Ils ont commencé à parler à 18 ans. Hein. C'est juste pour vous dire quoi. Non mais c'est juste pour vous dire. Alors moi, mes potes, quand je venais à 12 ans, 13 ans, j'ai joué au foot. On jouait au foot ensemble, mais quand on avait 14, 15 ans, j'étais le seul qui jouait encore au foot avec des petits. Eux, ils allaient voir les filles par exemple. À l'époque, c'était Beverly Hills. C'était le beau gosse, yeux bleus et tout ça, ceux qui avaient les Danemark. Et moi, le hip-hop, ça me parlait plus en fait. C'était la musique rebelle et voilà. C'est pour ça que voilà, c'est. Mais c'est important ce que tu dis parce qu'en fait tu mets le doigt sur cette question de... souvent on a parlé du hip-hop comme une sous-culture ou comme l'underground ou comme la contre-culture et tout ça en fait ça a un lien avec le fait que ça soit pas beaucoup documenté et c'est un lien aussi avec le fait que certaines personnes dans la population se sentent désirables ou pas désirables, enfin ça va ensemble en fait. En fait grâce à ça on se sentait exister en fait. C'est ça. Parce qu'en fait quand on a découvert les pop à Paris, on a bougé tout de suite à rue de Strasbourg, 88, 87. Et là mes premiers potes c'était des blacks en fait. Et bon on a grandi tous ensemble et bon voilà c'est comme ça que ça a commencé en fait. Voilà. Je pourrais dire plein de choses mais c'est ça le gros catalyseur qui m'a fait voilà. Et la façon de s'habiller était différente. Il n'y avait pas YouTube à l'époque, tout le monde sait, il n'y avait pas des cassettes vidéo. Et déjà qu'on avait rien que les cassettes, on regardait les pochettes des cassettes avant même les CD. Hein. On voulait s'habiller comme eux en fait. Voilà. Et même j'avance des années pour danser par exemple, on devait venir chez le DJ avec nos propres CD en disant ouais tu peux jouer le numéro 7 s'il te plaît, numéro 8, on attendait que tout le monde ait fini leur rock'n'roll alternative là. On était là, on était une vingtaine comme ça avec que des petits cavardiens parce qu'on jouait en même temps au foot, vous savez. Alors quand on rentrait, on allait en boîte, ouais, ils savent tout ça, puis on nous suppliait, on n'en suppliait pas comme ça à genoux, mais on dit mais joue la 7 s'il te plaît. Ils ont joué la 7 puis on s'exprimait sur la piste après. À l'époque aussi, je veux dire, voilà, comme il dit, on est jeune, on ne réfléchit pas forcément si le lieu où on est si important que ça, c'est simplement s'approprier un lieu parce qu'on a envie de s'amuser, on a envie de s'éclater, on aime cette musique, on est passionné par ça, et puis voilà, on avait un endroit où on se croisait. Je dirais qu'à cette époque-là, on n'y tenait pas tant que ça, on se disait juste à partir du moment où on a un espace pour nous exprimer, voilà, moi l'équivalent de la danse pour moi c'était plus le rap. Un peu le graffiti, mais très vite, je me suis plutôt focalisé sur le rap, la parole, etc. On a eu le même cas de figure où enregistrer, par exemple. C'est là où Radio Ara a été important, parce qu'on n'avait aucun endroit pour aller enregistrer, faire des cassettes, des démos, se payer un studio. Voilà. Donc, pareil, donc c'est cette créativité quand on est jeune, qu'à partir de peu ou à partir de rien, de pouvoir continuer à s'exprimer, à être créatif. Et ça, cette énergie-là, c'est ce que représente un peu Aminus maintenant. Aminus n'est plus là, mais cette énergie qu'on a nous a permis d'avancer et de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et je veux dire, tu peux voir quelqu'un qui n'a peut-être même plus dansé depuis 10, 20 ans, mais juste la manière d'être, de faire les choses, tu sens que cette énergie elle est toujours là. Tu vois, au-delà du lieu, au-delà de tout ce qu'on a pu laisser derrière nous. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a frappé lorsqu'on a fait le pèlerinage, c'est qu'il y avait un jeune là avec les rastas, comment il s'appelle? Il habite à Esch. Azé, ouais. Il se trouve que lui aujourd'hui, il danse dehors, on va dans la route d'Esch, là, c'est quoi? La route de la Z, où nous on dansait avant. Exactement au même moment, dans la galerie. Sans savoir. Donc c'est ça que je voulais dire aussi avec ce vibe qui reste dans l'air, tu sais. Ouais, le lieu il est habité. Et, ouais. Carrément. Et donc lui aujourd'hui, il va s'entraîner là avec des potes, etc. Quand il y a le beau temps,
même comme ça, comme c'est couvert. Et ça m'a frappé, que ce soit exactement le même endroit. C'est tout. Mais du coup, ça soulève la question aussi de la transmission entre générations au Luxembourg. Enfin, je sais pas, peut-être aussi dans l'organisation d'événements, c'est peut-être aussi ça qu'on travaille. Enfin, parce que là, en fait, ce que tu soulèves, c'est que finalement, cette personne, elle s'entraîne au même endroit où d'autres danseurs s'entraînaient, mais il n'y a pas forcément de relation entre ces deux groupes. En fait, moi, je vais dire ce que parce qu'en fait, en 88-89, quand j'ai commencé à m'intéresser à la danse, vers 89 et tout ça, on a eu bon, j'avais pas, à l'époque, on n'avait pas la télé, j'avais pas beaucoup de chaînes, quoi. Alors, j'ai pu capter la chaîne hollandaise et on avait le Prince de Bel-Air qui passait dans les années 90. Et rien que le fait qu'il tapait des pas, c'était déjà impressionnant. Mais alors, quand on allait au lycée et tout ça, on entendait par exemple des noms comme André Africa qui circulait, ou Bruce, ou Giuliano. C'était des noms qu'on entendait qui dansaient le plus. Et on voulait avoir les derniers mots. En fait. C'est mon fils. La suite. C'est la relève. C'est grave. Parce que leur nom circulait, on n'avait pas de cassette vidéo, et leur nom circulait déjà de bouche à oreille. Comme je vous ai dit, entre Africa, Bruce et Giuliano. C'était des noms qui. Et surtout un qui s'appelait Kim. Voilà, que j'ai pu rencontrer, Kim, et c'est lui qui m'a appris d'abord parce qu'en fait, en 89, 88, quand j'habitais rue de Strasbourg avec mes frères, ma mère me disait va faire les commissions au cactus. Alors moi je montais et il y avait toujours une lumière qui donnait vers le mur. Et je voulais être plus rapide que Lucky Luke. Et moi je courais et il était aussi rapide que moi. Alors je voulais l'avoir, bon, j'avais rien à faire. Alors je me suis mis comme ça devant mon ombre, comme ça. Et je dis non, 5 minutes comme ça. Et puis j'ai essayé de bouger le petit doigt et bouger en même temps. Et puis j'ai vu que ça faisait robotique. Et puis j'ai fait des choses comme ça, et je dis, wow, c'est génial ça. Je faisais ça, et c'est comme ça que l'envie de la danse est venue chez moi. Après, il y a eu les MC Hammer et Benny B qui sont sortis, quoi. Voilà, Benny B, le télévis. En 90, Purée, ça, les filles là, non, Benny B en 90. Parce que eux, c'était vraiment. S'il n'y avait pas André, Giuliano et Bruce, c'était les premiers donc qu'on entendait. Après à la télé, on a pu avoir les Benny B, mais on n'avait pas de cassette vidéo pour les enregistrer. Voilà, et puis il fallait voir les derniers mots. Même Michael Jackson, j'ai dû tourner la télé pour voir comment il faisait les pas comme ça, là, pour imiter. Voilà. Mais ça c'est, aussi, et ça c'est quelque chose qui m'a apparu aussi dans le film, mais je pense que la particularité du Luxembourg, c'est que c'est un espèce de carrefour au niveau de plein de... C'est-à-dire là on voit au niveau des langues qui sont parlées et au niveau de toutes les références vers lesquelles on peut se tourner, vers du français, vers la Belgique, vers la France, en Allemagne, mais vers l'anglais aussi, vers les États-Unis. Et il y a vraiment cette histoire de carrefour. Il y a un truc très particulier au niveau des multiples influences qui traversent un petit peu. Et ça, c'est ce que le Luxembourg, par rapport à tous les autres pays, il n'y a personne qui a ça. Tu peux aller n'importe où. Là, maintenant, ça fait combien d'années que j'habite en Allemagne? Il y a de bons rappeurs, de bons danseurs et tout, etc. Mais c'est même pas comparable au Luxembourg, je trouve. Déjà, même quand on va jouer, je peux pas dire. J'aime bien être. Mais Déjà, Moi, j'ai la droite. Par contre, j'ai la droite. Tu sais que t'es balèze. Hein. Je sais. On peut juste dire ça. Ça va tout le monde là. Excuse. Ah ouais, on fait tous partie. Non, mais c'est ça, on est le fruit. Mais c'est ça, l'immigration au Luxembourg. Je pense que dans le film, un peu, sans faire trop de sociologie, mais il y a un peu d'anthropologie. J'essaie d'amener cet aspect-là à travers Niki, qui parle justement vraiment de l'immigration. Cet aspect-là est important. L'aspect positif, même si c'est très grave, ça a l'air. Mais c'est important de parler de l'importance de l'immigration pour le Luxembourg, pas seulement au niveau économique. Bien sûr, nos parents sont arrivés, il y avait des besoins économiques, mais après, comment ça a reflété sur la culture, mais dans un bon sens, où ça a ramené une énergie. Et vraiment, le Luxembourg est particulier. Il y a vraiment une immigration, en tout cas, je parle de notre génération là.
le fait qu'on ait baigné en luxembourgeois, allemand, français, moi à la maison, je regardais TF1 avec Sydney, et puis après Biene-Maya en allemand, et puis t'allais à l'école, c'était en luxembourgeois, t'avais l'autre qui parlait en portugais, capverdien. C'est normal pour nous. C'était pas, on n'avait pas besoin de politiciens pour nous dire le vivre ensemble c'est bien. Tu vois, ça c'est des trucs on n'a pas grandi comme ça. Et vraiment le Luxembourg à ce niveau-là, jusqu'à preuve du contraire, pour moi a été un modèle. Moi je suis au Canada maintenant, qui est aussi un pays multiculturel, mais c'est les communautés, c'est l'Amérique du Nord, c'est les Noirs entre eux, c'est les Blancs ici, les Philippins ici, etc. Il y a du métissage, mais ça se voit, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un mélange qui se fait naturellement. Et justement que le hip-hop ait cristallisé ça, c'est voilà, c'est pas Kumbaya, on est ensemble, parce que entre nous, il y a eu aussi des tensions, etc. Il y a des codes, mais voilà, on a créé quelque chose où, voilà, on a pu évoluer normalement comme ça, avec toutes ces langues, toutes ces cultures, toutes ces références, sans que ça ait posé de problème, et ça crée une culture solide. Aujourd'hui, c'est là-dessus que repose tout ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Et aussi, je voulais dire, comme il y avait toute cette culture, ça faisait du bien, c'était quelque chose de nouveau. Et on dirait, rien que le fait d'être avec des Capverdiens, ou moi c'était plus Capverdiens portugais à l'époque des années 80. Après les Albanais, tout ça s'en remet, mais en fait le fait, c'est quand on avait les noms qui sortaient, par exemple les Giuliano en africain, Bruce et tout ça. Une fois que j'ai rencontré un Africain, c'est comme dans Dragon Ball, en fait, on rencontrait un serpent tiger, et il est plus fort que moi, il a un niveau de ouf. Et alors là, il m'a parlé de Spanky et Sexy Fellow là. Et j'ai vu des cassettes vidéo d'eux, ils tuaient en hype, hein. C'était peut-être les meilleurs, parce que tout le monde parle de Paris. Spanky et Sexy Fellow, c'est des danseurs belges de Belgique, ouais. Eux, ils avaient un niveau de. Oui, parce que tout le monde parlait du Possio de Paris à l'époque, tu te rappelles. Mais franchement, les Belges étaient trop en avance. Hein. Ouais, en Belgique, c'était terrible. On allait à Bruxelles, Liège, Anvers, etc. Ils dansaient d'un niveau. Moi, j'étais là. J'en revenais plus. Ça me mettait encore plus le feu. Et je dansais encore plus bas. Mais c'est là où, enfin, c'est pas que l'immigration, c'est aussi cette ouverture, en fait, Ouais. de l'intérieur vers en fait ces autres pays frontaliers qui sont. Et les relations, parce que même on en avait parlé déjà, enfin, il y en a plein d'entre vous qui ont été à l'école du coup en Belgique, et ces allers-retours en fait entre différents territoires à proximité, mais comment ça enrichit en fait cette culture-là et ce réseau de personnes en fait. Et ça c'est vrai que c'est très différent quand on est en Allemagne ou quand on est en France, en fait, en tout cas en France, je sais que je connais mieux la situation, c'est assez, enfin les gens ont des ramifications internationales, mais pour l'histoire, on va dire plus ancienne comme ça, dans les années 80-90, ça reste très, très local, quoi. C'est pas cette ouverture et toutes ces traversées que vous décrivez, quoi. Et aussi à l'époque, rien que les mots rap et tout ça, par exemple, NWA, c'était un code secret pour nous. Il fallait savoir ce que c'était, voulait dire NWA ou KRS-One. Et on l'a su pas, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Source Magazine. Enfin, je me rappelle, je suis avec mon frère. On est allé jusqu'à Cologne, j'ai payé exprès le billet, c'était cher. Hein, pour acheter des Source Magazine et revenir, on voulait avoir les dernières nouvelles des States, quoi. Hein, c'est vrai ou pas? Oui, et c'est beau, c'était des messages codés, c'est ça qui. Et puis on partageait entre nous, et voilà. Et surtout, le rap est important parce que quand on écoutait du rap, il fallait savoir comment danser sur du rap. Voilà, c'est vrai ou pas? Le breakdance. Oui, c'est des connexions. Et c'est. Oui, il y a des. Non, c'est important ces connexions. Je veux dire, notre information, c'est vraiment en allant à la source. Comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ça nous forçait justement à nous déplacer, payer un train, et en plus on est jeune, on n'a pas forcément les sous pour. Voilà, mais aller à Bruxelles, c'était un pèlerinage. Aller à Cologne, aller à Anvers, c'était. Et même si on passait que 2 jours, on prenait toute l'information, même au niveau des sables, même au niveau des styles, etc. On allait étudier.
on n'allait pas juste là, c'est ça la différence. C'est ça, On n'était pas dans la distraction. C'était comme pèlerinage. On était dans La recherche. À la recherche et on va prendre toute l'information qu'on peut avoir sur tous les codes, comment, etc. etc. Et d'ailleurs, à l'époque, lorsqu'on avait un groupe, les bossiers, comme on disait, on se considérait comme ce qu'on appelle des activistes. C'est-à-dire que le hip-hop, pour nous, était une discipline. Le rap est une discipline, le graphe est une discipline, la danse est une discipline, et puis tu as plusieurs ramifications. Voilà, il y avait un respect de cette culture, des disciplines, des différentes composantes. Et quand tu faisais pas les choses sérieusement, voilà, on parlait des faux semblants, etc. Il y avait des codes à respecter. Et on avait 15 ans, on n'était pas les adultes, on était des jeunes, mais on était vraiment focus. Et je pense que c'est ce qui nous a permis aussi pour ce projet-là de faire un travail, en tout cas moi j'ai essayé avec l'aide de beaucoup, de faire quand même un travail plus ou moins scientifique dans le sens où on va vraiment prendre des sources qui sont bien vérifiées. Tous ces gens qui sont ici ont des vraies sources qui sont allés vérifier parce qu'ils étaient non seulement là, mais ils sont allés voir. Éventuellement, à un moment, on a un peu plus d'argent et puis on fait le premier voyage à New York. Moi, je me rappelle lorsque Félix revient de New York, parce il avait déjà la famille à Boston, etc., et qui nous ramenait sa musique et puis Radio Ra, etc. Mais voilà, ça nous ouvrait l'esprit à pas mal de choses, quoi. Tu vois, donc je pense que c'est ça qui était vraiment fort à cette époque-là. On allait étudier tout ce qu'on prenait, on l'étudiait parce que on n'avait pas les moyens d'être distrait. On ne pouvait pas être distrait. À tous les niveaux, que ce soit musicalement, on faisait toutes nos recherches. C'est grâce à Félix qu'il y avait pas. Tout le monde connaissait les petits V-Raps, mais on ne connaissait pas BET. Félix l'a ramené en cassette vidéo BET, c'est pour que je voyais BET. Voilà. Et dans BET, ils avaient des clips de rap qu'ils ne mettaient pas ici en Europe, par exemple. Voilà. Ça, c'est toute la question des médiations, en fait. Enfin, quel type de format médiatique on avait à l'époque et lesquels on a aujourd'hui. Lupine, tu as mentionné YouTube plusieurs fois. Aujourd'hui, on est un peu dans une surabondance de l'information où les jeunes, moi ce que j'entends en tout cas en France de certains anciens par rapport aux jeunes, c'est que les plus jeunes aujourd'hui, ils ont tellement d'infos qu'ils savent plus trop qu'est-ce qu'ils doivent aller choisir, etc. Et qu'en plus, parfois ils disent moi j'ai appris par exemple à danser sur YouTube. Et du coup les anciens qui disent non, en fait ça va pas, tu peux pas dire ça parce que ça n'existe pas, tu peux pas apprendre à danser sur YouTube. Et donc il y a cette espèce de contraste entre une génération ou plusieurs générations où les infos étaient rares et où en fait les supports médiatiques, des cassettes, des choses, c'était des choses qui circulaient comme ça, que des gens nous ramenaient, c'était un travail d'aller chercher les infos, d'aller chercher la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a le rapport humain dans les deux camps qui est différent. Aujourd'hui, effectivement, si tu veux vraiment t'y mettre, tu mets YouTube ou une autre chaîne et tu peux apprendre. Mais tu n'as pas le rapport humain de quelqu'un qui a appris avec tel ou tel et qui a un échange. C'est différent. Mais il y a aussi tout ce que vous venez de raconter, ces anecdotes qui sont à la base même de l'histoire que tu racontes dans le film, mais les petites anecdotes là que vous venez de partager, où l'importance des lieux, les lieux qui sont habités d'une certaine manière, en fait ces choses-là, c'est pas sur YouTube en fait. Non. Ces histoires-là, en fait, on les a pas sur YouTube, et du coup, c'est pas que le rapport humain qu'on perd, mais on perd aussi toute une partie de l'histoire orale, en fait, qui est transmise juste par les discussions. Il y a un côté vivant qui est sorti de l'histoire. Mais c'est d'un rapport à la matière aussi. Germain, tu as une cassette là. Il faut que tu n'as pas ta cassette. J'ai envie de. C'est important aussi de savoir, parce que souvent on dit le hip-hop, sous-culture, etc. C'est de la matière. Nous, tout ce qu'on a réussi à développer, alors Germain. Donc ça, c'est une cassette qui a été enregistrée à Radio Ra par Félix, qui malheureusement est décédé. C'est sa première cassette qui a été enregistrée chez lui. Et donc, lui, il a quand même. Voilà. Je te la laisse comme
ça tu peux Ouais, ouais, regarder je vais te le régulièrement, rendre. que tu trouves aussi des DJ là-dedans que tu connais. La matière, c'est important. Lorsqu'on documente, lorsqu'on écrit, etc. En tout cas, moi, je viens de cette école où j'ai besoin de toucher un objet. C'est bien d'entendre une histoire, c'est bien de voir. Moi, je suis croyant, mais je suis un très mauvais croyant. Je suis comme Saint Thomas. Il faut que je te touche pour savoir que tu es vrai, là. Ok, et j'ai besoin de le voir par moi-même. C'est peut-être c'est un problème. J'ai toujours besoin d'être là, le vivre. Et donc, la matière, la photo, le disque, etc., c'est ce qui a construit notre culture. C'est vraiment, on est allé voir certains concerts, on est allé voir ces artistes, on est allé parler à ces gens, on a ramené, on a enregistré. Et c'est ce qui nous a donné de la crédibilité en tant que culture hip-hop. Parce que si c'est juste parler pour parler, il n'y a pas de mythomanie dans nos histoires. Et on sait très bien qui sont les faux et les vrais. Ceux qui sont vrais, ils ont de la matière. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai toujours été content lorsque je vois un Jerry Libardi qui est là. Plein d'archives. Des archives. Lorsqu'on va à Radio il y a des cassettes. Tom Hannon, jusqu'à aujourd'hui, il a la collection de toutes les cassettes qu'on a pu enregistrer dans les années 90 jusqu'à présent. Ça donne de la validité à cette culture hip-hop. Et je pense qu'il faut, lorsqu'on fait de la documentation, on se rend compte que les gens ont du matériel. C'est pas juste des paroles, mais il y a des sources qui sont là. Moi, ce que j'aimerais, c'est continuer à, comme j'ai dit, encourager les gens à documenter et à récolter du matériel. Voilà, et c'est bien qu'il a sorti cette cassette parce qu'en fait, dans cette cassette, il y a un barré aux 5 esprits qu'on a metté pour notre forme de jam, Fab et Coma, Souterrain, tout ça. Mais justement, quand la collection s'est faite avec Luxembourg et les étrangers, c'est-à-dire ceux qui nous entouraient, à l'époque, on imitait, mais on arrivait à un stade où quand on allait faire la même chose, les autres disaient, hé les gars, vous pompez. Donc, le danger, c'est qu'on devait être original. Le hip-hop, c'est aussi être original. Et pour trouver de l'originalité, c'était super dur. Hein. Bien sûr, tu peux pomper, mais si tu pompes à 100%, tu vas te faire. Les connaisseurs vont rigoler sur toi, c'est bon ou pas. Tu peux pas pomper tous les patents de Sexy Fellow ou Sponky. Voilà. Et puis c'est pour ça que on a commencé à travailler sur l'originalité dans le rap et aussi sur la danse. Voilà, il fallait être original. On avait les bases. Et d'ailleurs, quand on voyait d'autres danseurs, etc., c'était pas pour. L'histoire n'était pas de les imiter, mais surtout de s'inspirer, d'avoir un vibe analogue, mais différent. Oui. Et donc, justement, intégrer son propre, plutôt développer son propre style par rapport à d'autres qu'on voit. Et oui, c'est là que se faisait la connexion avec d'autres danseurs. Justement, du coup, Marc. non, mais parce que je pense que c'est important, cette question de l'organisation d'événements aujourd'hui, il y a aussi ce fait de créer en fait des expériences et de créer des opportunités de rencontre, en fait, de pouvoir faire vivre la culture en fait à travers ça aussi, quoi. Je pense. C'est pour ça qu'on a commencé à refaire notre partie l'année passée. L'année passée, on a vraiment traité de la culture hip-hop en général. Et cette année, c'était plutôt hip-hop luxembourgeois. Ça, il y a eu des interviews aussi, surtout avec la nouvelle génération. Parce qu'on savait qu'on va avoir Camillus. Et on a engagé un danseur de France qui a filmé des jeunes aujourd'hui, qu'on peut voir dans l'expo, où il a posé ses questions, ainsi de suite. Après, il faut transmettre. Non-stop. Mais ce que je dis toujours avec les réseaux sociaux, maintenant, ça ouvre une porte. Ça attire les jeunes. Après, c'est un peu de voir, je continue vraiment et j'apprends le cœur qui est derrière. Mais ouais. Bon, après aussi, ce qu'il y a avec les réseaux sociaux, il y a un peu une illusion de l'archive avec les réseaux sociaux. En fait, on a l'impression que, par exemple, YouTube, c'est peut-être un peu plus sûr qu'on puisse retrouver la vidéo qu'on avait vue il y a quelques mois ou il y a quelques années. Par contre, tout ce qui est posté dans les feeds, sur Instagram, sur Facebook, en fait, une fois que le temps passe, en termes pour rechercher en fait des choses,
on les retrouve plus. Oui. Et donc on a l'impression on peut avoir l'impression aujourd'hui que finalement les choses sont mieux documentées par les acteurs eux-mêmes, que c'est quelque part une démocratisation de l'accès le fait de pouvoir se rendre visible par soi-même, etc. Donc on a un peu cette illusion-là. Mais en fin de compte, si on regarde et si on va parler, par exemple, moi j'ai été discuter avec, à Paris, il y a un endroit qui s'appelle le Centre National de la Danse. Ils ont une plateforme Numéridance où ils ont des vidéos de tout ce qui est vidéo de danse. Et en fait, qu'ils numérisent. Donc ils ont des très vieux films et ils ont des machines hyper sophistiquées pour transformer différents formats en un format numérique. Mais en fait, les formats numériques ne font qu'évoluer aussi, donc régulièrement, ils doivent reprendre tous leurs fonds documentaires, les repasser par des machines pour les remettre sur le dernier format, parce que sinon tout devient obsolète. Et donc ils ont des fonds documentaires, si on va dans ça s'appelle les magasins, c'est des hangars énormes avec plein de bandes, plein de choses comme ça. Si on n'a pas les machines pour les lire et les machines pour... Et en fait, c'est aussi ça la question en fait, de la documentation, c'est aussi... en fait, des choses comme ça, c'est génial. Un jour, on n'aura plus les appareils pour les lire. Et donc, c'est ce truc-là, c'est que comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui restera finalement demain s'il n'y a pas une sorte de... Je sonne très très nostalgique. Mais non, mais c'est cette question-là un petit peu de qu'est-ce qu'on veut léguer en fait, qu'est-ce qu'on veut léguer et comment le faire. Et ce truc d'organiser des événements, de créer des expériences et que ça reste aussi effectivement dans les cœurs, dans les mémoires des gens. En fait, c'est aussi quelque chose d'important parce que même si le matériel est important, le matériel au bout d'un moment aussi, il dure pas toujours. Ce que moi je fais par exemple, c'est je transmets mon savoir à la nouvelle génération et je leur aide à créer leur propre truc. Genre Alicia, c'était son premier événement l'année passée, j'ai laissé faire et je l'ai guidé. C'est tout. Parce que maintenant on a une équipe de 8, il y a les 8 qui organisent. Et parce que moi, tôt ou tard, je suis pas aussi. Parce que on a tous un travail. Donc, on ne peut pas gérer tout seul. On a un qui est spécialisé en battle, un qui fait un mélange littérature, poésie, danse, un chant plus féminin. Donc on a fait différentes catégories et eux transmettent. Et c'est à eux de transmettre après ou de créer une nouvelle génération qui organise. Moi j'ai eu ça avec Pim et Louis, et moi j'ai appris d'eux. Donc maintenant moi je transmets. Oui, ce qu'il y a, on parle de nostalgie, c'est pas forcément, moi je suis pas nostalgique comme ça, je veux dire c'était bien avant, etc. C'est plutôt la base, c'est-à-dire qu'il faut commencer quelque part pour construire quelque chose, c'est ABC, et donc c'est vrai, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qu'on n'aura plus, mais il faut connaître ses bases. C'est-à-dire quelle que soit la discipline dans laquelle tu veux exceller, alors est-ce qu'on veut exceller ou pas? Ça c'est une autre question. Et lorsqu'on veut exceller, soit on va prendre le raccourci, et puis moi je travaille aussi avec des écoles, et je vois en ce moment dans le projet de la transmission, pour les professeurs, c'est le défi de l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Donc c'est vrai que maintenant, lorsque tu vas chercher ton information avec ce problème de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Si tu n'as pas les bases, avant d'entrer dans ce monde-là, c'est fini. Donc, quelque part, ça, l'évolution rapide de la technologie nous prouve, en fait, qu'il faut revenir à nos bases, qu'elles soient matérielles ou autres, mais quelque chose de très solide. De sorte que même un jeune qui commence, etc., doit pouvoir au moins avoir certaines bases. Après, on a mentionné DJ Coover qui n'est pas dans le film. Je ne suis pas obligé de l'avoir dans le film pour savoir qui il est. Il y a certaines bases qu'on doit avoir, il y a certaines notions, et puis je dirais que créer des documents qui permettent au moins d'être des points de repère. Moi, avant Alice, j'avais jamais fait de film. Je voulais faire à la base un vidéoclip parce que j'avais un peu d'argent pour faire autre chose, et puis non, j'ai envie de faire ce projet-là. Je crois que je l'ai dit à quelqu'un, j'avais pitché ce projet à Félix Andrade, qui est dans le film, qui n'est plus des nôtres, à son âme, il est de bonne voix ici. Je me rappelle exactement le jour
Il revenait des États-Unis, ça faisait quelques années on s'était plus revus et je lui ai dit, écoute, on était en 2008, je lui ai dit, mais mince, il faudrait qu'on raconte notre histoire, que tu la documentes. C'était l'un des premiers gars à avoir une caméra, à commencer à documenter, à faire des clips à gauche, à droite. Et il s'est dit, ouais, ok. En fait, on n'y croyait pas, en fait, on ne se rendait pas vraiment compte de l'importance à ce moment-là. Et au bout de 2-3 fois, je me suis rendu compte, non, tiens, tu sais quoi, je vais le faire, sans savoir dans quoi j'allais m'embarquer. 15 ans plus tard, on est ici, et voilà, on réalise que c'était important. Même le fait que ce lieu allait être détruit, on apprend ça pendant qu'on est en train de faire le film. Donc c'était vraiment un coup du destin. J'avais pas du tout pitché l'idée de Amilus comme ça. Mais moi, ce qui m'inspirait pour venir à la matière, c'est par exemple, moi j'ai ramené ce livre-là, parce que moi qui suis graphiste, je regarde beaucoup de livres de photos, de Jamel Shabazz par exemple. Pour les gens qui s'intéressent un peu au hip-hop dans les années 80 à New York, pour moi c'était une référence. Savoir comment lui documentait les jeunes de son époque. Voilà, le hip-hop était en train de se faire et il documente ce qui est en train de se passer autour de lui. Maintenant, 30 ans, 40 ans plus tard, assez cool, on parle de old school, etc. Mais à ce moment-là, l'histoire est en train de se faire. Il y a aussi Joe Gonzo. Oui, donc je pense que parfois on prend des choses pour acquises. 10 ans, 20 ans après, lorsqu'on voit les gens disparaître, on se rend compte, mais mince, j'aurais peut-être dû... Voilà, et c'est pas forcément de la nostalgie, c'est une prise de conscience du moment présent. Voilà. On est ici sur cette terre, on a ce temps à vivre, on part et on laisse une trace, et puis on ne sait pas. Après nous, on transmet, et puis ceux qui veulent prendre, ils prendront, ceux qui décident de faire autre chose, c'est à eux, quoi. Même pour Amilus, quand il a été détruit, en fait, moi et mon frère, plus un autre, là, comment il s'appelle? Bon, bref, on a dit, on ne va pas en rester là, alors on a contacté toutes les générations de Amilus pour savoir s'ils pouvaient faire de près ou de loin, tous ceux qui ont grandi dans Amilus, c'est-à-dire ceux qui ont fait du kick, du capoeira, même du rock, des groupes de rock, des MLN, LMN et tout ça. On les a tous contactés pour savoir s'ils pouvaient faire quelque chose de bénévole pour Amilus avant que ça se détruise. Et le jour J, on devait aller à la commune et ils ont fermé la porte. On a dit, ah oui, il pleuvait ce jour-là, on était comme des losers comme ça. Il pleuvait et on s'est dit non, on ne va pas abandonner comme ça. Alors, grâce à Internet, on a contacté tout le monde, on a appelé cet événement Ramène ta chaise. Tout le monde pouvait ramener leur chaise et regarder tous ceux qui ont grandi là, toutes les générations faire quelque chose, même des blagues s'il faut. Alors tout le monde dit ouais, on va venir et tout de suite. En fait, parce que justement je peux participer vite fait. En fait, on a dit ramène ta chaise. Mais sauf qu'ils ont compris qu'on a ramené la chaise pour tout casser. Ouais. Alors ils sont allés voir qu'on avait des contacts au niveau politique et tout. Ils ont dit bon, alors on fait quoi? C'était les élections européennes, je pense. Et donc ça se dit au mois de juin. Donc eux dans leur tête, ils ont dit juste avant les élections, ils vont ramener des chaises comme à Amilus, ils doivent être nombreux. Comment on va faire pour gérer ce flux de ces tensions? Donc en fait ça commence à appeler de tous les sens. Ils m'ont dit on va être combien? Est-ce qu'on va se mettre à taper sur les anciens jeunes et tout? Parce que nous, on a la base, ramène ta chaise juste parce que pour nous une chaise, c'est on va se poser, on va dialoguer, c'est un moment de rencontre, tu peux avoir des chaises vides, tu peux en faire tout une chaise en fait, tu peux trouver la chaise moi. En fait le conseil que j'avais avec mon frère parce qu'en fait ramène ta chaise c'est juste puissant parce qu'en fait ça invite un dialogue entre des personnes, ça incarne, donc on n'est pas debout, on peut prendre le temps. Mais eux, ils n'avaient pas compris ça. Donc, du coup, ça a viré. Ils sont allés voir le conseil communal, ça appelait tous les sens. Et ils sont combien? Est-ce qu'on va amener les flics et tout? Moi, j'ai reçu des appels. En fait, mon frère me dit ouais, vite, la presse, on s'emballe. RTL, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va ramener la promesse? Est-ce qu'il va mobiliser des gens autour? Ils m'ont dit bien non. Donc, du coup, ils nous appellent directement. Vous allez faire quoi avec des chaises? On a eu des mots de piste. Sauf que dans leur tête, à eux, le hip-hop, c'est toujours violence en fait. Alors que c'est pas du tout le cas. Du coup, la promesse, elle prend les choses en main. Je crois bien qu'il y a Beto qui a participé. Donc en fait, ils ont interdit de faire des Amilus. Du coup, ils sont revenus et ils nous ont accepté le dossier en fait. Oui, c'est aussi, ils ont dit, au lieu de faire en bas, on vous donne tout. La promesse, c'est un dossier de quoi? En fait, c'était passé, pour juste résumer, à la fin, au départ, ils nous ont donné en fait le feu vert pour l'organiser. Et nous, on a organisé en fait avec les futurs, ceux qui vont acquérir Amilus, c'était les Qataris et tout. Pour eux, c'était bon, ils ont dit ok, c'est un moment symbolique, c'est comme une place, on va pas se débarrasser d'Amilus.
Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont dû voter en fait au conseil communal pour attribuer le budget en même temps, et en même temps, il fallait l'accorder en fait l'autorisation de pouvoir faire l'événement. C'est une attestation en fait. Autorisation. Nous on l'avait jusqu'à la dernière minute, sauf qu'à la fin en fait ils nous ont pas accordé. Et ça sentait le schlag en dessous. Le schlag ça pue en dessous. Pour dire ça tenu, ça pue à mort. Il n'y avait plus rien en fait, ils ont laissé on va dire des sans-abri en bas. Et moi j'ai dit mon frère, on va pas organiser en bas parce que c'est. On fait haut. Et il m'a dit on va pas en haut parce qu'en fait il y a gros. Alors on ne savait pas quoi faire. À la fin, ce qui s'est passé, c'est vrai que en fait, ça t'a mis avec Amilus, avec le film, c'est juste un moment fou. C'est qu'à un moment donné, en fait, ils ont dit faut qu'on fasse ce truc. Et la bourgmestre, franchement, elle était juste top. Elle est allée voir la convoquer mon frère. En fait, c'était comme dans la prime présidentielle, il fallait rentrer, après comme ça. Il y avait le silence total. Il y avait les sécurités, ils ont elle rentre comme ça, elle rentre comme ça. Elle nous parle, elle a dit écoutez, j'ai pas pu dormir pendant 4 jours, j'étais en Italie, à Milan. On m'a informé de cet événement. Comment on va faire? Après, on a expliqué notre idée, elle a trouvé ça fort, elle a dit écoutez, on va vous donner tout, le podium gratuit, vraiment pour que cet événement. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait toutes les générations là, tous ceux de BO, et des générations qui ne se connaissaient pas entre eux. Il y avait même ceux qui ont grandi, qui sont devenus des policiers, ils sont venus me dire écoute, nous on est à 1,5 km. Il y avait la police à 1,5 km de l'événement, que ça pète, ils allaient venir tout de suite avec les forces de l'ordre et tout. Oh ouais, c'était une sorte d'adieu. Oui, c'est l'adieu. En fait, à la base, c'était Amilus. En fait, c'est symbolique pour beaucoup de monde parce que c'était un lieu de rencontre. Et après, moi, j'aime bien beaucoup parler, donc j'ai juste resté sur Amilus. Donc, en gros, ce qu'il y a, c'est que l'idée, c'était d'organiser un dernier au revoir. Et en même temps, ce qui était beau avec elle, c'était qu'elle nous a donné la place. Et genre, en fait, tout était en construction et nous a refait le goudron. Elle nous a refait la place. C'est un truc de fou, c'est pour ça que je me suis dit, c'est comme elle n'était pas obligée de le faire en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, vous nous tous grandi, c'est juste pour dire qu'ils avaient toujours cette image de violence, alors que nous, on n'est pas du tout. Ouais, on est pisse, mon frère, franchement, on rigole bien. C'est-à-dire qu'on est comme ça à la base, on a toujours été frotter nos membres, on a toujours été comme ça, et c'est ça la base du hip-hop. En fait, pourquoi je parle d'Amilus, c'est qu'en fait, qu'on parlait de Kool Herc, qu'on parlait de tous ceux qui ont commencé un jour dans le rap, dans l'hip-hop, tous ceux qui ont commencé le rap, ils ont un problème, sans doute avec eux-mêmes, sans doute les autres, mais c'est de ne pas accepter en fait ce qui se passe autour d'eux. Et on part de rien, on est tous partis de rien. En fait, c'est le message d'espoir qu'il y a en fait. Et quand Kool Herc, on est parti, c'était Kool Herc, c'est juste pour resituer. Il habitait avant en fait, il habitait là où il habitait, en fait, ils ont tout brûlé. Il y avait la famille de Trump pour faire monter l'immobilier et tout, ils ont brûlé toutes les maisons. Donc il est arrivé dans un endroit où en fait ils sont en train de cramer. C'est le père de Trump. Il a tout cramé. Et en fait, le hip-hop a commencé à partir de rien. Et je trouve que c'est un super message d'espoir. Comme Amilus, en fait, on nous a dit, comme il a dit, on est parti comme des losers. Et à la fin, on est revenu et tout s'est renversé. C'est-à-dire qu'à mon dit, en fait, il y a comme un contre. Je sais pas, il y avait quelque chose juste de magique, en fait. Et juste pour résumer, parce que 3 minutes, parce que c'est eux qui discutaient. Juste pour résumer, en fait, il y avait cette rencontre qui a, en fait, cette énergie qui existe auparavant. Je dis la vérité, on ne la retrouve plus tellement, parce qu'en fait, tout est dilué. C'est-à-dire qu'on arrivait, comment dire, on s'est tous déplacés. Et tous ceux qui font un déplacement lointain donnent de la valeur à quelque chose. Et on a tous donné de la valeur à cette culture. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Tout le monde clique. Et c'est devenu un petit peu, ça s'est banalisé, on va dire les choses. Ça s'est tellement banalisé. Alors que nous tous, en fait, on a ce côté, cette flamme qu'on a pu se transmettre aux autres. Cette flamme positive, en fait. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Qui n'y a plus aujourd'hui, en fait. Et je vois, par exemple, on parlait de Paris, de toutes nos rencontres. Et Paris au 5 Esprit, c'est par exemple, il y avait Coma à l'époque, pour ceux qui connaissent, c'est un rappeur à l'époque et tout. C'était, je veux dire, c'était vraiment top. Il est venu, il a dit, vous avez quelque chose de fort au Luxembourg, parce qu'on parlait des rencontres des communautaires. Il nous a dit, vous avez quelque chose de fort qu'il n'y a presque plus en France. Et moi, j'ai pas trop compris, parce que moi, toujours, c'est l'idée Paris. Alors que vous allez à Paris, il y a ce côté individuel, et c'est même presque triste des fois, en fait. Alors qu'ici, en fait, nous, on s'imagine toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que finalement, c'est pas du tout le cas. Et on s'est même découvert, en fait, plein de talents du Luxembourg. Je vais vite citer, c'est CHI, Manuel Produit Pariam, c'est Louvain, les champions de battle Rap Contender. Franklin est arrivé en quart demi-finale, je sais pas quoi. Birkenstock. Avec blessé. Avec blessé, amputé, en sueur. Toute la nouvelle génération qui parle de Randy ou Marc, par exemple. Oui, là, par exemple, Cody, il a lancé par exemple une autre ligue. Et Luxembourg, en fait, il y a quelque chose de spécial. C'est qu'en fait, on s'attend à rien. Et en fait, comme au départ, personne ne croit en nous, c'est comme pour Bruxelles à une époque, on croit tellement par nous qu'en fait, on fait le truc passionnément. C'est avec la passion. On s'attend à rien.
et on fait des choses tellement meilleures, quoi. Et c'est ça que je veux dire. Et c'est partir de rien pour arriver à quelque chose de magique. Et c'est ça, en fait, le message que j'ai pu retenir. Par exemple, Urk, tu vois, c'est vraiment, on est vraiment proche et c'est une source d'inspiration. Franklin a pu le reconnaître à New York. Et je vous dis, ces personnes-là, c'est une claque en fait. C'est-à-dire que lui, il connaît Sweet Beats, Alicia Keys, Snoop, tout. Il les connaît. Et le respect qu'ils ont pour lui, parce qu'en fait, juste pour résumer, il y a deux, pour vous aimer, il y a la culture hip-hop, Urk, et la culture P. Diddy. Vous voyez P. Diddy, non, je veux dire, j'adore, pourquoi pour résumer, excusez-moi de vous dire, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire, il y a deux cours qui sont pérés. Et après, maintenant, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ça qu'on faut revenir à la base. Et tous ceux qui ont sorti, tous ceux qu'on considère comme les modèles, entre parenthèses, Usher, Rick Ross, soi-disant hip-hop, c'est pas le cas. Et je pense que, juste pour dire que voilà, tous les médias, en fait, nous à la base, on disait underground, toujours underground. C'est ça qu'on a du mal à documenter. Parce que sortir une caméra, c'était un peu, mais pourquoi tu sors la caméra? C'est entre nous, en fait. Il y avait quelque chose de tellement vrai. Et une caméra pour nous, petit à petit. Pourquoi j'ai voulu parler de Urk, c'est que c'est quelqu'un de tellement humble. Et en fait, ça ne m'étonne pas en fait, qu'il a pu donner cette force autour de lui. Et le vrai respect, en fait, il a donné, si vous voyez le nombre d'artistes qui le respectent tellement comme Ice Cube, Snoop et tout le monde, en fait, il est respecté. Parce qu'il n'a pas cherché la caméra, la gloire, alors que la plupart, beaucoup, ils cherchent cette pseudo-gloire, en fait. C'est pour ça que j'ai dit, il y a le P. Diddy et il y a la vraie culture hip-hop que j'appelle plus underground. Et je trouve que les raisons, c'est bien et pas bien. Parce qu'en réalité, en fait, vous paraissez heureux alors que dans la tête vous êtes vide. Alors que nous à cette époque, on n'était pas super riches, mais au fond, qu'est-ce qu'on pouvait? En fait, on avait cette envie de fou. C'est vraiment ce feu. On partait à la recherche, on avait cette joie d'être dans un moment unique. Alors que finalement, tout le monde en fait dans son communion, mais ils sont plus là. Je vous donne juste un truc vite fait. Quand j'étais en train Mais c'est ça le hip-hop. Je voulais juste rebondir sur une chose que tu avais dit après, parce que qui est important, parce que tu dis tout le monde s'est déplacé et tu as fait un peu ce contraste entre ce feu, ces interactions et cette intensité en fait de ces interactions entre les gens et cette richesse, c'est vraiment par rapport à éventuellement, bon, j'ai pas envie de dire que c'est binaire, que c'est bien et mal et tout ça, mais effectivement il y a quelque chose, si on regarde un peu les deux côtés d'un continuum entre guillemets, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans quelque chose où voilà, il y a cette surabondance de l'info, mais aussi une espèce de, peut-être ce que tu as dit, j'entends, hein, cette espèce de clone, voilà, que c'est plus facile finalement non, c'est pas tous, mais c'est plus facile quelque part d'être en surface, entre guillemets, d'être dans des formes d'apparence, quand en gros il y a une espèce d'accroissement de la visibilité, en fait, ça entraîne ça aussi quelque part, le fait de pouvoir se rendre visible, fait que finalement, au bout d'un moment, il y a en tout cas certaines personnes où c'est plus que la visibilité, quoi. Et derrière, il y a peut-être moins de choses qui se passent, et peut-être cette intensité que vous avez vécue, vous avez l'impression qu'elle est plus là. Mais juste, ce que je trouvais bien, ce que tu avais dit, c'était les gens ont voyagé, et ça me fait penser que certains d'entre vous n'habitent plus au Luxembourg, ou ont habité ailleurs, et je me demandais, qu'est-ce que les gens, quand vous parlez aux gens ailleurs, et vous dites, moi je viens du Luxembourg, et je fais partie des personnes qui ont construit la culture hip-hop au Luxembourg. Qu'est-ce que les gens vous posent comme question et qu'est-ce que vous dites en fait? Qu'est-ce que vous dites qu'est-ce qui vous paraît important de dire sur cette culture hip-hop du Luxembourg que vous avez vécue à des gens qui connaissent vraiment pas quand vous êtes à l'étranger? J'ai pas compris la question. La question c'est, on a une personne au Canada, une personne en Allemagne, toi t'as bougé aussi beaucoup aux États-Unis. Marc, je sais pas tes connexions internationales, mais on a constaté en tout cas que vous aviez tous beaucoup bougé. Hein, et la question c'est quand vous bougez et que vous parlez à des gens et vous dites moi je viens du Luxembourg, je représente la culture hip-hop du Luxembourg, et que les gens vous disent c'est quoi le Luxembourg? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que vous dites en fait? Ce que je veux dire, c'est là aujourd'hui il y a quelqu'un ici, il vient du sud de la France,
il habite à Thionville maintenant. Il est toute première génération popping et il a 60 ans maintenant. Et on le voit à chaque événement au Luxembourg. Et à chaque fois, il vient me voir, ah, Luxembourg, c'est trop fort, vous avez encore. C'est revenu il y a 2-3 ans maintenant. Ça s'est perdu à un moment, mais là, c'est en retour. On a encore le vrai cœur hip-hop, le underground qui revient avec tous les petits événements que l'on fait. Bon, par exemple, je suis en Fontaine, mais la semaine passée, il y avait un battle, la semaine d'avant, il y avait un battle. C'est un petit format, tout est serré et il est amoureux du Luxembourg. Le Luxembourg est un pays magnifique. Et moi, je vous le dis, parce que moi, ça fait 10 ans maintenant que moi, je suis entre-temps canadien, luxembourgeois, donc j'habite là-bas, j'ai ma vie là-bas, etc. Et bien sûr, tout ce que j'ai pu réussir à faire là-bas, c'est grâce à tout ce que j'ai appris ici. Sans le Luxembourg, j'aurais pas pu vraiment réussir. Donc il y a tellement de choses lorsque je suis là-bas. D'ailleurs, juste une confession, moi j'avais pas prévu de venir parce que Franklin, c'est lui qui m'a forcé. Il m'a dit non, il faut que tu viennes. Moi, en ce moment-là, il est 9h du matin à Winnipeg. Samedi matin, je fais la grâce matinée et je prends mon petit déjeuner. Ok? J'avais pas prévu, j'ai dit mais je peux faire ça par Zoom. Vous voyez déjà la réflexion qu'on a. Voilà, je peux faire ça par Zoom, etc. Alors que, à mon époque, lorsqu'on était gamin, ben, écoute, si tu as l'occasion de voyager, tu fais le voyage. Et c'est lui, justement, qui m'a ramené ici, il m'a fait le vol, merci pour tout. Et je passe 2 jours à Bonnevoie. Voilà, mon Bonnevoie, avant de repartir. J'aurais pu le faire par Zoom. Mais juste le fait de m'être déplacé, quelque part, ça m'a vraiment reconnecter avec cette énergie dont tu parles, de toucher les gens, d'être là, de revoir le film, parce que bon, moi j'ai plus revu, en fait, je l'ai sur mon laptop, je le regarde comme ça, mais être là, et puis on regarde, et puis ça fait quelque chose. C'est jamais pareil que si tu es sur ton écran ou sur ton Instagram. Et donc lorsque je retournerai à Winnipeg, dans mon petit Canada rustique, et que je leur ai dit j'étais à Luxembourg et je viens de là-bas, les gens me posent des questions, mais c'est comment, etc. Et lorsque je vois le hip-hop là-bas, je dis c'est pas pareil, je dis il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas ce truc. Je trouve que même le niveau qu'on avait, même dans les années 90, par rapport à ce que je vois, même là-bas, tu dis c'est le Canada, c'est à côté des États-Unis, c'est pas la même chose, c'est pas... c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup... voilà, c'est Drake, c'est cool, Drake, j'aime Drake. Mais c'est... Voilà, il manque un... C'est comme le bon pain rustique ou bien la brioche que tu vas acheter, je sais pas, tu vois. Il y a quelque chose... Fabrication. Voilà. Donc, oui, venir de Luxembourg, c'est une valeur ajoutée. Et pour ceux qui sont ici, et parfois j'entends des gens qui sont « Ouais, mais Luxembourg, ça... » Non, il faut qu'on arrête de râler sur ce pays. C'est un pays magnifique. C'est un pays qui... voilà, on a grandi ici, on est né ici. On a ce... Le fait, lorsque je dis aux gens au Canada que je parle 4 langues, ils sont « What? French, English, Luxembourg ?» Ils me regardent comme un ovni. Et parfois même, je me sens même mal à l'aise lorsque je dis que je parle allemand. Tu vois, il y a quelque chose vraiment, il faut être fier de ça et j'ai un peu essayé de refléter ça dans le film à la fin lorsque je monte justement, il y a la fanfare, alors on prend ça pour acquis, voilà, mais ce mélange de la tradition qui est là et puis le Luxembourg avec tous ces visages-là, c'est beau, c'est important et c'est un message fort. Comme je dis, je reviens à tout ce que les politiciens ne sont pas capables de le faire, le hip-hop a réussi à le faire multiplié par 10. Je voulais dire aussi que, vite fait, parce que voilà, je voulais juste dire qu'à l'époque, on était local, c'est comme le Dragon Ball, et on voulait savoir ce qu'il y a ailleurs, comme dans la NASA. On savait qu'il y avait l'Amérique, la France et la Belgique, mais l'Allemagne, on ne savait pas trop. Et en faisant la Jam en 96, on a pu réunir des gars de France un peu partout, par exemple Rachid Wallace, on savait qu'il venait de Nancy. On pouvait se déplacer chez eux, on pouvait même dormir à l'époque, tu te rappelles, à l'époque, on allait dormir chez les rappeurs, dormir chez les rappeurs. À l'époque, le hip-hop était tellement uni, on allait dormir chez même des danseurs qui sont devenus, qui ont cartonné. Même, je sais pas si vous connaissez, Lil Seng. Lil Seng, par exemple, lui, c'est un tueur, lui. On l'a ramené ici, on ne savait pas qui il était. Nous, on visait Végétal, le français, là, qui faisait des airflares. Mais Lil Seng, il est venu, il a tout tué, lui. Un petit de 13 ans qui avait une moustache comme ça, on a même
Il dit, celui-là, il doit avoir 25 ans, le gars. Mais il a tellement... familial, ouais. Très familial. Et Lee Seng, il a un jour, il est venu, c'est un pote à moi, Elan m'a raconté. Il est venu, il a vu Elan, il a dit, toi, t'es un de mes héros qui m'a fait envie de danser. Parce que Elan tournait trop bien sur la tête, et Lee Seng, il était gamin, il a vu Elan tourner sur la tête. C'est juste pour dire, et nous, on était contents quand on était local. Bon, on a eu les André Africains et tous les anciens du Luxembourg en respect. Je suis content qu'ils sont venus aussi. Mais quand on est parti de notre gemme, on est allé à Nancy, par exemple, à Chicolas, comme j'ai dit, et en 94, par exemple, j'ai pu rencontrer Dédiqué, qui est venu à Esch dans une discothèque pourrie. Il passait même pas la musique. On parlait de hip-hop, moi et lui. Alors il m'a dit, ouais, tu connais Storm? Je dis, ouais, on a parlé sur Storm, et un jour, on s'est rendu compte, parce que lui il m'a dit qu'il est venu à Trèves, il y avait une gemme à Trèves. Hein. Il est venu à Trèves, il était en train de batailler contre un gars, et le gars était tellement fort, l'allemand. Et il s'est dit, mais tout, parce qu'il ne parlait pas allemand, il parle anglais, il a dit, ouais, c'est le frère à Storm, il s'appelle Speedy. Il a bataillé contre Speedy. Et ça, c'est un truc que c'est pas encore archivé. Mais c'est juste pour dire que si vous rencontrez un gars qui parle le même langage que vous, peu importe, la connexion se fait. C'est juste pour dire que peu importe d'où tu viens, c'est qui tu es en fait. Ouais, par exemple, on dit Luxembourg c'est riche, tout le monde, faut pas se faire la vache, on dit Luxembourg c'est riche, mais il y a quand même un quart de pauvreté ici, même maintenant. Mais on ne se rend pas compte, mais c'est tout ça, et peu importe. Si un qui rappe bien, qui rappe super bien et qui n'est pas pauvre, on s'en fout. Il excelle un art où il cartonne, il faut respecter ça. Maintenant, les danseurs, à l'époque, on croyait qu'ils venaient des ghettos. C'est vrai, la plupart venaient des ghettos, mais maintenant, on a des danseurs qui tuent, qui habitent dans un village en Hollande, bon, il n'est pas pauvre du tout, mais ils tuent. Les Japonais, ils ne sont pas pauvres, mais ils tuent. Les Coréens, ils tuent aussi. C'est juste pour Les dire. Philippins aussi, hein. Ouais, on danse debout. Et en parlant de rap aussi, on a Cynthia qui est ici, qui était pratiquement la première rappeuse ici au Luxembourg. Pour autant que je sache. Oui, moi aussi, autant que je sache. Et elle cassait la baraque vraiment avec ses cousines. Moi j'ai une petite anecdote. À l'époque, moi je sortais beaucoup aux bases américaines en Allemagne. Et donc j'avais accès à toute la culture musicale à l'époque, qu'ici on ne trouvait pas encore tous les CD. Et donc les débuts de Roxane Chanté, de Queen Latifah, Yo-Yo et tout ça. Donc moi ça m'inspirait à fond. Et donc justement je disais au mec, ouais, I'm a rapper. C'était un peu de ma gueule. Il y a des rap, c'est bon italien, ha ha ha. Je dis, ben donne-moi le micro. Et je rappais dans les boîtes de nuit américaines, aux bases américaines. Ah yeah. Ah, ok, you're good. Right. Mais à chaque fois que je sortais là-bas, ils disaient viens, on va faire un flow, viens. Donc ils étaient étonnés que Luxembourg sortait quand même des choses comme ça. Et maintenant, c'est juste pour dire, bon, on n'aura pas un artiste comme Jay-Z qui va cartonner, mais on est déjà un peu dans la map et on est content. Par exemple, si je regarde Brandon maintenant, il va représenter Luxembourg aux Jeux Olympiques. Brandon, c'est qui? Ah non, c'est pas là. Non, tu ne représentes pas. Ah ok, mais c'est juste Ah, ok, mais bon, désolé. Il n'a pas fait le brevet hip-hop. Voilà, il n'a pas le brevet d'état. Non, mais en parlant de brevet, des trucs comme ça, moi ce qui me plaît bien, c'est que actuellement, c'est l'événementiel et le fait que les danseurs ils vont d'un endroit à l'autre. Il y en a qui viennent de, je ne sais pas, ils viennent d'Australie jusqu'ici ou même d'Israël, tu vois. Même ici, il y a des gars que je vois en Allemagne, tu sais. La dernière fois que j'étais à Monty, j'étais ici, et puis tout d'un coup, hey, was machst du denn hier? Voilà, ouais, tu sais, il y a les Allemands qui viennent jusqu'ici et qui vont aussi, eux aussi, ils vont, je ne sais pas, ils vont en Turquie, je ne sais pas où il y a des événements hip-hop. Donc, cette culture de se déplacer jusqu'à l'autre bout du monde pour faire de la danse, c'est ce qui rend de la substance au hip-hop actuel. C'est même pas le côté médiatique. C'est vraiment ce partage. Oui, c'est la base. Qui se fait. En fait, j'ai voyagé beaucoup en Hollande et vu qu'on se croisait non-stop sur des événements, j'ai des danseurs que je connaissais. Qui ronfle le plus fort que tu ne parles. En fait, c'était son message secret. Non, mais vu qu'on connectait avec des danseurs à l'étranger, dès que je voyageais à Berlin ou un truc, j'ai contacté le danseur, je peux dormir chez toi. Et je l'ai croisé une fois. Et c'était toujours, ouais, bien, tranquille. On a fait des connexions en droite et à gauche. Est-ce que vous avez l'impression, peut-être ça va être le mot de la fin, parce que je pense qu'on doit libérer la salle, mais
sur ça, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses que vous avez dites. Il y a le Luxembourg comme carrefour, un peu. C'est un peu un carrefour. Et donc, à la fois, vous, d'ici, vous êtes partis beaucoup dans une direction et ça a créé aussi toute cette richesse, plus la richesse qui était déjà en interne, finalement. Et qu'on ne voit pas derrière ce que tu dis, quelque part cette image du Luxembourg riche, les banques, les machins. En fait, tout ce que vous avez décrit, c'est pas l'image forcément que les gens ont du Luxembourg de l'extérieur. Mais maintenant, comme j'ai dit, si je reviens encore dans les années 90, quand c'était local, on a pu rencontrer l'entourage en France, Belgique et tout ça. Et après, nous, on a essayé de forger nos propres identités. Par exemple, Jean-Paul Formark, il était 2e ou 4e position dans le Battle of the tournoi footwork. Ça, on était content quand même. Ouais, et là, il a gagné un truc de headspin, ou par exemple, si on excelle dans le rap, les rappeurs quand même, ils commencent à cartonner quelques rappeurs de Luxembourg. Parce que voilà. Et maintenant, le truc, c'est que le hip-hop est devenu tellement mainstream que ça fait partie de tout le monde. Tout le monde peut écouter du hip-hop maintenant. Voilà, et c'est pour ça que maintenant, il y a plus cette même pensée qu'on a dans les années 90. C'est plus l'underground qu'on a connu à l'époque. C'est vrai, il faut plus voler la face. Maintenant, un thème dit c'est plus underground qu'avant. Les gars, ils remplissent des stades. Et voilà. Je crois que peut-être l'autre chose que vous avez mentionné, c'était à quel point en fait toutes les différentes disciplines étaient, ça c'était aussi apparu dans la conversation de l'année passée qu'on avait fait la table ronde, que maintenant en fait il y a un peu c'est-à-dire les danseurs sont entre eux, les rappeurs sont entre eux. C'est ça le problème. Et bon là ça peut lancer un autre sujet qui était le sujet qu'on a abordé l'année passée dans la table ronde, que c'est pas forcément l'idée de lancer ça, mais tu as mentionné la danse en fait, j'ai l'impression que dans la danse, enfin dans les événements de danse, c'est peut-être là où il y a encore le plus de gens qui se rencontrent en personne internationalement. Et enfin peut-être après c'est parce que je suis biaisée parce que je connais peut-être mieux le milieu de la danse. Je ne sais pas si les rappeurs aujourd'hui vont encore dormir les uns chez les autres en fait, je pense et se connectent encore comme ça. Vu que je suis plus du côté rap, en fait, j'ai pu assister à des événements et tout. Il y a un truc qui m'attriste en réalité, c'est qu'en fait tous les artistes ils ont leurs autres passages, ils se croisent presque. Les gens, il y a ce côté, il y a plus cette magie. Il y a genre, ils sont tous, je veux dire, dans l'horloge, ils sortent, tac, tac, temps en temps, oui, peut-être approche aux deux, mais en réalité, il y a plus ce côté. Je m'étonne même de voir, des fois, je suis étonné de voir qu'il y a des gars qui habitent à Paris, ils sont super connus, mais en fait, ils se croisent entre eux, mais il y a plus, je pense qu'il y a même plus cette magie qui existe, et en réalité, en fait, tout est plus dans l'apparence, comme j'ai dit, et je pense pas que ça va changer, je pense que ça va peut-être plus tranquille. C'est pour ça que des fois je dis revenir à la base, mais à la base pourquoi faire? Tout dépend de la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que tu le fais à la base? Pourquoi tu chantes, pourquoi tu rappes, pourquoi tu danses? Ça c'est la vraie question. Et pour situer Luxembourg, je pense que en fait personne ne pose vraiment la question comment ça se passe souvent, parce que personne ne pense vraiment que tu sens moi. À la base, il faut qu'il y ait un artiste qui cartonne. Et je veux dire, mis à part le rap contender, Louvard, je vois pas trop au niveau rap, au niveau danse, c'est vrai qu'on se connaît un petit peu, mais les danseurs, en fait, personne ne les connaît vraiment à part leurs amis. C'est-à-dire qu'il y a un danseur, j'ai une amie, elle danse pour, genre elle a dansé pour Usher, mais personne ne la connaît, à part ses amis. Elle est tout le temps là, elle est dans les stades, 50, 60 000 personnes, mais il n'y a personne qui la connaît réellement. Et je veux dire, les danseurs, en fait, je respecte ce côté danse. Il y a le côté danse que je respecte, et le côté rap, les graffeurs, pire, on les connaît pas trop. Et moi, juste pour retenir la question, je pense que Luxembourg, en fait, personne ne calcule vraiment Luxembourg, et je ne pense pas que quelqu'un calcule vraiment Luxembourg, en vrai, de ce que je vois. À moins qu'Alain fasse un autre film qui cartonne au box-office. Je dois juste, en fait, on nous a fait un signe qu'on doit libérer la salle, donc non mais je te laisse terminer ce que tu veux dire, et après C'était quoi la question de base? La question de base c'était pour eux, mais non, en fait, la question de base, en fait, je disais quand on voyage en fait et qu'on dit bah moi je viens du Luxembourg et je représente la culture hip-hop au Luxembourg et que les gens nous disent bah ok, et puis, enfin c'est quoi, enfin, qu'est-ce qu'on leur dit en fait, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire de la culture hip-hop au Luxembourg, enfin qu'est-ce qu'on a envie de dire, bah la culture hip-hop au Luxembourg, voilà c'est ça en fait, c'est ça l'essence de la culture hip-hop au Luxembourg, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre de cette culture-là à des gens qui sont totalement extérieurs, parce que là en fait on se parle beaucoup un peu dans l'entre-soi, en fait il y a pas mal de gens ici qui se connaissent entre eux, et puis il y a pas mal de, tu vois ce que je veux dire, et tu te rappelles, et tout ça, mais quand il n'y a pas ces gens qui se rappellent et qu'on parle à des totales inconnus, qui ne connaissent pas le contexte, qu'est-ce qu'on leur dit, comment est-ce qu'on décrit en fait finalement
cette culture-là, ce vécu-là? Enfin, qu'est-ce qu'on leur lègue En gros, c'est les relations humaines. Comme je vais revenir à ce que je dis, moi qui suis au Canada, je vois. Parfois, il faut sortir de là où on est pour réaliser. Tu vas aux États-Unis, tu vas au Canada, les gens n'ont pas forcément ce qu'on a ici. Les relations humaines comme ça, c'est d'autres cultures, c'est d'autres, c'est du communautarisme, les noirs entre eux, les blancs, c'est très compliqué si tu n'es pas né, que tu as grandi dans cette culture. Donc lorsque je parle du Luxembourg et que je leur explique qu'on peut parler 3-4 langues, qu'on peut bouger, se connecter, prendre le train, etc., ils se disent mais c'est le paradis. Nous qui sommes ici, ou bien on se voit tous les jours, c'est le même voisin, et puis c'est le voilà. Mais c'est ça, parfois c'est réaliser des bénédictions qu'on a. Et rien n'est parfait, mais c'est ce qui est beau, c'est dans ces choses imparfaites. Et puis si on n'est pas connu en dehors de notre paroisse, c'est pas grave. Mais le fait de pouvoir avoir ça 20 ans plus tard, de se retrouver, c'est magnifique. Moi j'ai juste terminé vite fait ce que j'apprenais. C'est juste pour résumer tout, pourquoi en fait, moi, Luxembourg, vous pouvez être fiers de vous. Je donne juste un exemple, en fait c'est personnel, c'est avec Cool Herc. Et comme je dis, Cool Herc, il connaît tellement de monde en fait dans la culture et il apprécie tellement mon frère. Je dis pourquoi, parce que ses côtés positifs et humains, comme il a dit Alain, c'est même pas, en fait en réalité, nous on s'en fout si t'es bon ou pas, c'est l'amour que t'as pour cette culture. Et si t'es quelqu'un de bon en fait à la base, c'est ça que j'ai envie, c'est mon résumé, parce que ce soit bon, positif, et garde cette énergie en toi. Ça c'est le beau message de fin. Voilà. Parce qu'on veut nous jeter dehors à la fin parce qu'il y a autre chose. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci d'avoir fait le voyage au Canada. Merci. Vous pouvez profiter de la journée, en tout cas moi je vous